un verre d'eau sur une table en terrasse. Vous n'avez rien demandé. Le garçon l'a posé là en passant, avec une rondelle de citron, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. Ici. En Italie, la vraie, celle des guides de voyage, celle que 3 millions de touristes français visitent chaque année, l'eau arrive en bouteille, à 2 €, avec une question préalable en anglais. Gazeuse ou plate. Ici, elle arrive seule, froide, gratuite, dans un geste qui n'a pas encore appris à se monnayer. 5 villes françaises où quelque chose d'essentiel a survécu, quelque chose que l'Italie a exporté ici il y a des siècles, et que l'Italie réelle, elle, a fini par vendre au tourisme mondial. Des villes où l'italianité n'est pas un décor. Elle est dans la pierre, dans les recettes, dans la façon dont les gens s'assoient en terrasse le soir. Et quand nous arriverons au numéro 1, vous comprendrez pourquoi des Italiens, d'Évray, de Turin et de Gênes traversent les Alpes chaque été, non pas pour voir la France, mais pour retrouver chez nous ce qu'ils ne trouvent plus chez eux. Numéro 5. Menton. Commençons par le cas le plus évident, celui qu'on n'a pas le droit de ne pas nommer. Menton. 30 000 habitants. Alpes-Maritimes. La frontière italienne à 700 mètres, 700, soit à peu près la distance entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Vintimille, première ville italienne, à 11 km. Et Gustave Flaubert, qui passa par là au XIXe siècle et nota dans ses carnets, Menton. L'Italie commence, on le sent dans l'air. Ce que Flaubert sentait dans l'air, c'est toujours là. Menton est la dernière ville française avant l'Italie, et elle ne ressemble à rien d'autre en France. Ses façades sont peintes en ocre, rose, jaune, terracotta. Ses couleurs chaudes et délavées, des vieilles cités ligures, qui bordent la côte jusqu'à Gênes. La basilique Saint-Michel, construite en 1619 et achevée en 1653, n'a rien à voir avec l'architecture religieuse française. C'est du baroque pur, avec son campanile à tuiles vernissées vertes, son parvis en mosaïque de galets noirs et blancs, ses escaliers qui descendent vers la mer, comme dans n'importe quelle piazza de Ligurie. Menton a été sous domination Grimaldi, les princes de Monaco, jusqu'en 1848, année où elle se proclama ville libre sous protection sarde. Elle a été rattachée à la France en 1861, un an après Nice. Ce qui veut dire qu'elle a vécu 4 siècles dans l'orbite italienne avant d'être française et que l'architecture de sa vieille ville porte cette histoire dans chaque pierre. Valentina, 53 ans, guide touristique à Menton. Elle est née à Vintimille, de l'autre côté de la frontière. Elle habite à Menton depuis 20 ans. Elle dit que quand ses amis italiens viennent lui rendre visite, ils se promènent dans la vieille ville et ils disent « c'est joli, c'est bien entretenu, ça ressemble à chez nous », mais en mieux. Les ruelles sont propres, les façades sont rénovées. Il n'y a pas de déchets entre les pavés. Elle dit ça sans ironie. Elle dit juste que Menton a gardé l'esthétique italienne et y a ajouté la gestion française. Et que cette combinaison à Vintimille n'existe pas, parce que Vintimille est belle aussi, mais qu'elle souffre de l'abandon de l'État italien pour les petites villes côtières depuis des décennies. Voilà le premier ucole de cette liste. Ces villes françaises semblent plus italiennes que l'Italie, parce que l'Italie réelle n'a pas les moyens de les entretenir à ce niveau. Ce n'est pas que la France a mieux conservé l'héritage. C'est que l'Italie, dans beaucoup de ses villes moyennes, a laissé cet héritage se dégrader. Menton est belle comme une carte postale d'Italie qui n'existe plus sur le sol italien. Menton est l'évidence, le point d'entrée. Mais la ville suivante est la contradiction absolue de cette thèse. Elle n'est pas belle comme une carte postale. Elle est chaotique, intense, imparfaite. Et c'est exactement pour ça qu'elle est la plus italienne des villes françaises, au sens profond du terme. Numéro 4. Marseille. Marseille n'est pas italienne dans le sens où Menton l'est. Elle n'a pas de façade bariolée de Ligurie, ni de campanile baroque sur la colline. Ce qu'elle a, c'est quelque chose d'autrement plus difficile à effacer. Du sang. À la veille de la Première Guerre mondiale, 100 000 des 400 000 habitants de Marseille étaient de nationalité italienne. Un Marseillais sur 4. Dans certains quartiers du Vieux-Port et du Panier, les Transalpins représentaient 23% de la population en 1896. Les pêcheurs napolitains avaient fait du Vieux-Port leur port d'attache. Les travailleurs piémontais avaient envahi les filatures, les savonneries, les chantiers navals.
Il représentait 53% de la main-d'œuvre ouvrière en 1912. Siméon Flessière, maire de Marseille à la Belle Époque, répondait aux journalistes qui lui demandaient pourquoi on entendait autant parler italien dans ces rues. Vous voyez bien que je suis maire de Naples. Le maire de Marseille se définissait comme maire de Naples. Ce n'est pas une anecdote. C'est un fait historique documenté. Et les traces de cette italianité de masse ne sont pas dans les musées. Elles sont dans la langue, dans la cuisine, dans la façon d'être. Le pistou, la soupe marseillaise emblématique, est une variante directe du pesto génois. Les pâtes fraîches que certaines grand-mères marseillaises font encore le dimanche viennent des recettes piémontaises. L'accent marseillais lui-même, cette musicalité chantante, ces voyelles allongées, doit une partie de sa cadence à l'intonation des dialectes du nord de l'Italie, qui ont colonisé la ville pendant un demi-siècle. Antoine, 61 ans, restaurateur dans le quartier du Panier depuis 30 ans. Son nom de famille est Santelli. Son arrière-grand-père est arrivé de Gênes en 1902. Antoine ne parle pas un mot d'italien. Mais quand il cuisine sa daube marseillaise, il l'assaisonne à l'origan et au basilic frais, avec une générosité de main qui, dit-il, vient de quelque part. Il ne sait pas exactement d'où. Il dit que c'est marseillais. C'est possible que ce soit les deux en même temps. Dans son restaurant, un carafe d'eau arrive sur la table avant qu'on ait ouvert la carte. Froide. Citron. Sans question. Antoine ne sait pas que c'est un geste italien. Il pense que c'est un geste marseillais. C'est la même chose. Le vrai problème avec l'italianité de Marseille, c'est qu'elle est maintenant invisible à ceux qui la portent. Intégrée, digérée, devenue marseillaise. L'Italie a laissé ici quelque chose de tellement profond qu'on ne le reconnaît plus comme étranger, on le reconnaît comme soi. Et ça, c'est exactement la définition d'une culture vivante, par opposition à un décor touristique. Si Marseille est l'italianité du peuple, la prochaine ville est l'italianité de la pierre. D'une pierre particulière, génoise, bâtie pour tenir face à la mer et qui tient encore. Numéro 3. Villefranche-sur-Mer. 6800 habitants. À quelques kilomètres de Nice. Une rade considérée comme l'une des plus belles de Méditerranée, assez profonde pour que les cuirassés y mouillaient autrefois, assez abritée pour que les villages de pêcheurs y survivent depuis le Moyen-Âge. Et une citadelle qui n'a rien de français. La citadelle de Villefranche-sur-Mer a été construite par les Génois au XVIe siècle. Gênes était la puissance maritime dominante de la Méditerranée occidentale. Les Génois ont construit des fortifications depuis les côtes de Ligurie jusqu'à la mer Noire, passant par la Corse, la Sardaigne, Chypre, la Crimée. La citadelle de Villefranche est l'un de leurs ouvrages les mieux conservés. Ses murs épais, ses casemates voûtées, son système de bastions qui permettait de couvrir tous les angles de tir, c'est de l'ingénierie militaire génoise pure, exportée depuis le même bureau d'architectes que les citadelles de Calvi, de Bastia, de Bonifacio. En dessous de la citadelle, la vieille rue obscure. Une rue couverte, une galerie voûtée de 150 mètres qui longe le front de mer. Construite au XIIIe siècle pour permettre aux habitants de se réfugier en cas d'attaque depuis la mer. Les voûtes en plein cintre, les pierres appareillées, la façon dont la lumière entre par les ouvertures latérales à certaines heures de la journée, vous êtes dans un Carruggio génois, un de ces passages couverts qui font le charme des centres historiques de Gênes, mais qu'on retrouve ici, intact, dans une ville de 6000 habitants au bord de la Côte d'Azur. Clara, 29 ans, photographe. Elle vit à Paris, elle vient à Villefranche 2 semaines par an depuis l'enfance. Sa grand-mère y a une maison. Elle a visité Gênes l'année dernière pour la première fois. Elle dit qu'elle n'a pas eu l'impression d'arriver dans une ville inconnue. Elle dit qu'elle a eu l'impression de voir l'original de quelque chose dont elle connaissait déjà la copie. La copie, c'est Villefranche. L'original, c'est Gênes. Sauf que Villefranche est plus petite, plus silencieuse, moins encombrée de touristes, et que la rue obscure sent la pierre mouillée et le sel avec une intensité que les Caruggi génois ont perdue sous les couches de boutiques de souvenirs et de cafés branchés. Clara fait ses photos dans la rue obscure à l'aube, quand personne n'est encore levé. Elle dit que c'est là qu'elle comprend pourquoi elle y revient. Pas pour le soleil, pas pour la mer. Pour ce passage voûté qui ressemble à un état du monde antérieur à l'industrie du tourisme.
Elle sait qu'elle fait partie du problème, que ses photos sur Instagram contribuent à attirer plus de monde, que plus de monde signifie moins de rues obscures et plus de boutiques de cartes postales. Elle les publie quand même. Et elle en a un peu honte. Nous sommes à mi-parcours. Je veux rappeler la promesse du début. La ville numéro 1 de cette liste est celle où des Italiens viennent chaque été retrouver quelque chose. Ce n'est pas Menton. Ce n'est pas Nice. C'est une ville dont le nom évoque les parfums, pas l'Italie. Et c'est pourtant là que l'histoire est la plus renversante. On y arrive. Mais d'abord, la ville la plus tragiquement italienne de cette liste, celle dont l'italianité a été confisquée par décret royal et qui n'a jamais tout à fait digéré l'opération. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez que les villes aient des histoires derrière leur façade. Et si cette vidéo vous montrait quelque chose que vous ne saviez pas, le like prend 2 secondes. Numéro 2. Nice. Le 14 juin 1860, le territoire de Nice est officiellement cédé à la France. En échange de l'aide militaire de Napoléon III à l'unification italienne, Victor Emmanuel II donne sa ville natale à la France. Ce n'est pas une figure de style. Nice était littéralement la ville natale du roi de Sardaigne. Et elle était la ville natale de Giuseppe Garibaldi, le héros de l'unification italienne, qui a passé une partie de sa vie à demander, en vain, à la tribune du Parlement français, que sa ville lui soit rendue. En 1860, 85% des habitants de Nice savaient parler l'italien. C'était la langue de l'administration, de l'église, des théâtres et de l'opéra. La langue du peuple, le nissar, était une langue romane proche du ligure, elle aussi italisante. Le français était parlé par moins de 5% de la population, principalement les élites urbaines au contact de la cour de Savoie. Le lendemain de l'annexion, la France a supprimé la langue italienne dans les administrations, les écoles, les tribunaux. Le journal La Voce di Nizza a été interdit. Un quart de la population, environ 11 000 Niçois, a préféré s'exiler volontairement en Italie plutôt que de devenir français. 11 000 personnes qui ont plié bagages et traversé les Alpes parce qu'elles refusaient le changement de passeport. Ce n'est pas de l'anecdote, c'est de l'identité. Ce que la France a fait à Nice en 1860, c'est prendre une ville italienne, la déclarer française et attendre que les générations suivantes finissent par le croire. Et dans une large mesure, elles l'ont cru. Les Niçois d'aujourd'hui sont français, profondément, sincèrement français. Mais le vieux Nice, la vieille ville avec ses ruelles en barnum, ses placettes ombragées, ses façades orange et rouge qui dégringolent vers la mer, porte encore dans ses proportions, dans l'orientation de ses ruelles, dans la hauteur de ses immeubles, la trace d'un urbanisme piémontais du XVIIIe siècle qui n'a rien à voir avec la France. La socca, cette galette de farine de pois chiches cuite au feu de bois, est la cousine directe de la farinata génoise. Les deux mots désignent la même chose, fabriquée de la même façon, mangée dans la rue, chaude, grossière, délicieuse. À Gênes, on dit farinata. À Nice, on dit socca. La frontière est une convention de 1860. La recette est la même depuis le Moyen Âge. Éric, 56 ans, niçois depuis 4 générations. Son arrière-arrière-grand-père a voté contre l'annexion en 1860. Lui, il vote français comme tout le monde. Il est français comme tout le monde. Mais il dit que quand il va à Gênes, il se sent à l'aise d'une façon qu'il n'arrive pas tout à fait à expliquer. Que les gestes des gens, la façon d'occuper la place publique le soir, la façon de manger debout en tenant un cornet de friture, tout ça lui semble familier d'une façon qui n'est pas touristique. Familier comme quelque chose de très ancien, de presque génétique. Il dit « Je suis français, mais je comprends Garibaldi ». Éric, quand il va au café du Vieux-Nice le matin, le garçon lui pose un verre d'eau sur la table, sans qu'il le demande, avec une rondelle de citron. Il dit que quand il a essayé de faire la même chose à Rome, dans un café touristique du centre, on lui a apporté une bouteille San Pellegrino à 2,50 €. Il a payé. Parce qu'il était à Rome, et à Rome c'est comme ça maintenant. Mais ici, l'eau est encore gratuite. Et ce geste-là, si on réfléchit une seconde, est peut-être la différence la plus concrète entre une ville qui a gardé quelque chose et une ville qui l'a vendue. Si Nice est la ville dont l'italianité a été confisquée et qui vit avec, la prochaine et dernière ville de cette liste
est une ville que personne n'associe à l'Italie. Son nom évoque les roses, le jasmin, le parfum. Pas Gênes, pas le baroque, pas la friture. Pourtant, c'est là, dans un vieux quartier que personne ne visite, que l'histoire est la plus improbable. Numéro 1. Grasse. Grasse. 50 000 habitants. Alpes-Maritimes. À 15 km de Cannes, à 35 de Nice, à 300 mètres d'altitude, sur les collines qui dominent la Méditerranée. La capitale mondiale du parfum, les maisons Fragonard, Molinard, Gallimard, 3 noms que les touristes viennent visiter chaque année par centaines de milliers pour sentir le jasmin grandiflorum et la rose de mai et repartir avec un flacon dans leur valise. Et maintenant, oubliez les parfumeries. Derrière elles, littéralement derrière, à quelques ruelles vers l'intérieur, il y a un vieux Grasse que la plupart des touristes ne voient pas. Ils viennent pour les parfums, ils visitent Fragonard, ils achètent leur eau de toilette, ils reprennent le car. Ils ne montent pas dans la vieille ville. Personne ne leur a dit d'y aller. Et pourtant, la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, construite entre le Xe et le XVe siècle. Un campanile carré, roman provençal, qui ressemble au campanili lombard. À l'intérieur, 3 tableaux de Rubens, des retables baroques du XVIIe. Une lumière méridionale qui tombe sur des marbres polychromes. Ce n'est pas une cathédrale française. C'est une cathédrale qui aurait pu se trouver à Bergame ou à Brescia, la place aux Airs. Une place en pente douce, avec sa fontaine du XVIIIe siècle, ses arcades sur 3 côtés, ses palmiers, ses platanes. Le mardi matin, c'est le marché. Des femmes âgées qui vendent des olives, des fromages de brebis, des légumes du jardin. Leçons de conversation en français avec des intonations chantantes qui doivent quelque chose à l'ancien dialecte grassois, lui-même parent de l'occitan et du ligure. Vous vous asseyez à l'un des cafés sous les arcades. Un verre d'eau arrive. Pas de question. Citron. Et puis les ruelles. Étroites, en pierre, en pente. Des maisons du XVIIe et du XVIIIe. Certaines avec des balcons en fer forgé. Certaines avec des portails à bossage. Des cours intérieures qu'on entrevoit à travers des portes entr'ouvertes. Des fontaines de quartier qui courent encore. Une lumière qui tombe différemment selon l'heure, parce que les ruelles sont orientées pour capter le soleil du matin et s'en protéger l'après-midi, comme dans toute ville méditerranéenne qui a été construite avant l'air conditionné. Marco et Giovanna Ferretti, 62 et 59 ans, viennent de Turin. Ils viennent à Grasse depuis 15 ans, toujours la même semaine en août. Ils louent le même appartement dans la vieille ville depuis 10 ans. Ils ne vont pas à Cannes. Ils ne vont pas à Nice, ou rarement. Ils restent dans la vieille ville de Grasse. Marco, ancien architecte, dit quelque chose qui mérite d'être dit exactement comme il le dit. Turin est magnifique. Mais Turin est devenue une vitrine. Il y a des rues du centre où je ne reconnais plus rien des gens qui y vivaient avant. Les cafés historiques sont devenus des restaurants pour touristes. Les prix ont doublé. Les gens du quartier sont partis en périphérie. Ce qui reste, c'est le décor. Il s'arrête. Giovanna ajoute. Grasse, personne ne sait vraiment que ça existe. Alors ça reste comme c'était. Les gens habitent vraiment là. Le marché est pour les gens du coin, pas pour les touristes. Quand on est assis place aux Airs le soir, il y a des familles, des vieux qui jouent aux boules, des enfants qui courent. C'est l'Italie qu'on cherche dans les guides de voyage et qu'on ne trouve plus en Italie. Voilà la phrase qui retourne tout le cadre de cette vidéo. Marco et Giovanna ne sont pas nostalgiques d'une Italie mythifiée. Ils cherchent quelque chose de concret. La place publique qui appartient encore à ses habitants, le bar où on peut rester 2 heures pour un café, l'épicière qui connaît votre prénom après 2 visites, le verre d'eau qui arrive sans qu'on l'ait commandé et sans qu'on le paie. Ces choses existent encore à Grasse parce que Grasse n'est pas encore sur les radars. Elle attire des touristes pour ses parfums et ceux-là ne montent pas dans la vieille ville. La vieille ville reste intacte, habitée, vivante. Et maintenant, voici le paradoxe ultime de cette vidéo. Tout ce que je viens de dire sur Grasse va attirer des gens à Grasse. Des gens qui vont monter dans la vieille ville, s'asseoir place aux Airs, poster sur Instagram. Et ce faisant, ils vont commencer à transformer ce qu'ils sont venus chercher. Ce n'est pas une menace abstraite, c'est ce qui s'est passé partout. À Vernazza, dans les Cinque Terre, à Civita di Bagnoregio,
à Matera, à Alberobello. Des villages italiens qui avaient exactement ce que Marco et Giovanna cherchent, et qui l'ont perdu précisément parce que des gens comme Marco et Giovanna les ont trouvés. Ce verre d'eau posé sur la table sans qu'on le demande, à Grasse, il arrive encore comme ça. Gratuit, simple, naturel. Sans question en anglais, sans bouteille San Pellegrino à 2,50 €. Combien de temps encore? 5 villes. 5 fragments d'une Italie que l'Italie n'a plus tout à fait. Menton, avec ses façades de Ligurie, entretenues comme l'Italie, ne peut plus se le permettre. Marseille, avec cette italianité de sang et de table qui a été intégrée au point de ne plus se reconnaître elle-même. Villefranche, avec sa Gênes médiévale moins encombrée que Gênes. Nice, avec son identité confisquée en 1860 et qui a survécu dans la soca et la façon d'occuper la place. Et Grasse, où des Turinois viennent retrouver l'Italie d'avant le tourisme de masse. La question à laquelle je ne peux pas répondre, et que vous non plus vous ne pouvez pas répondre honnêtement, c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez aimer un endroit pour son authenticité sans participer à sa destruction? Est-ce que le regard du visiteur, même le plus attentif et le plus respectueux, ne contient pas déjà le germe de ce qu'il prétend vouloir préserver? Répondez en commentaire. Pas la belle réponse, la vraie. Et si cette vidéo vous a montré un morceau de France que vous ne connaissiez pas, un like aide l'algorithme à le montrer à d'autres. Mais seulement si vous pensez qu'il devrait le voir, et que vous assumez les conséquences de ça.